Bonsoir, docteur Marande. Vos invités vous attendent dans le petit salon. Bonsoir, messieurs. Je suis très heureux de votre présence et de votre coopération. Si je vous ai réunis ici ce soir, c'est pour vous présenter le cas le plus étrange et le plus inquiétant que j'ai jamais observé. D'ailleurs, mes chers confrères et amis, je n'ai rien à vous dire de mon client. Il vous parlera de lui-même. Messieurs, je sais pourquoi on vous a réunis ici, et je suis prêt à vous raconter mon histoire. Comme en a prié mon ami le docteur Marand. Pendant longtemps, il m'a cru fou. Aujourd'hui, il doute. Dans quelques temps, vous saurez que j'ai l'esprit aussi sain, aussi lucide, aussi clairvoyant que les vôtres. Malheureusement pour moi, et pour vous, pour l'humanité tout entière. Mais je veux commencer par les faits eux-mêmes, les faits simples. Les voici. J'habitais une propriété sur les bords de la Seine, à Biessart, auprès de Rouen. J'avais derrière moi une des plus belles forêts de France, celle de Roumare, ainsi qu'un des plus beaux fleuves du monde, la Seine. Mon personnel se compose, ou plutôt se composait, d'un cocher, un jardinier, un valet de chambre, une cuisinière et une lingère, qui tous me connaissaient ma demeure, le pays et tout l'entourage de ma vie. J'ajoute que la Seine qui longe mon jardin est navigable jusqu'à Rouen et que je voyais passer chaque jour de grands navires, soit à voile, soit à vapeur, venant de tous les coins du monde. Mais venons-en à la partie qui vous intéresse. Il y a un an, à l'automne dernier, je fus pris tout à coup de malaise bizarre et inexplicable. Une sorte d'inquiétude nerveuse qui me tenait en éveil des nuits entières. Une telle surexcitation que le moindre bruit me faisait tressaillir. Mon humeur s'aigrit, j'avais des colères subites, inexplicables. J'appelai un médecin qui m'ordonna du bromure de potassium et des douches. Bientôt, en effet, je recommençai à dormir. Mais d'un sommeil plus affreux que l'insomnie. À peine couché, je tombais dans le néant, dans un néant absolu, dont j'étais tiré brusquement par l'épouvantable sensation d'un poids écrasant sur ma poitrine et d'une bouche qui mangeait ma vie sur ma bouche. Ah, ces secousses-là, je ne sais rien de plus épouvantable. Je maigrissais d'une façon inquiétante, continue, et je m'aperçus soudain que mon cocher, qui était fort gros, commençait à maigrir comme moi. Qu'avez-vous donc, Jean? Vous êtes malade? Je crois que j'ai gagné la même maladie que monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Je pensais donc qu'il y avait dans la maison une influence fiévreuse due au voisinage du fleuve, et j'allais m'en aller pour 2 ou 3 mois, quand un petit fait très bizarre, observé par hasard, amena pour moi une telle suite de découvertes invraisemblables, fantastiques, effrayantes, que je restais.
Mais qui? Qui donc était là toutes les nuits, près de moi? Je sens, messieurs, que je vous raconte cela trop vite. Vous souriez. Votre opinion est déjà faite. C'est un fou. J'aurais dû vous décrire plus longuement cette émotion d'un homme qui, enfermé chez lui, regarde à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi. J'aurais dû vous faire comprendre cette torture renouvelée chaque soir et chaque matin. Et cet invincible sommeil. Et ces réveils plus terribles encore. Mais je continue. Tout à coup, le miracle cessa. On ne touchait plus à rien dans ma chambre. C'était fini. J'allais mieux d'ailleurs. La gaieté me revenait quand j'appris qu'un de mes voisins, monsieur le gîte, se trouvait exactement dans l'état où j'avais été moi-même. L'hiver était passé, le printemps commençait, et je croyais qu'avec ce dernier, je retrouverais enfin une paix durable. Mais le sort en décida autrement en ce qui me concernait, et persistait à s'acharner sur moi. Messieurs, écoutez-moi, je suis calme. Je ne croyais pas au surnaturel, je n'y crois pas même aujourd'hui. Après cet événement plus que troublant, je ne cessais de me répéter au fond de moi-même: il n'est pas permis à un homme raisonnable d'avoir de pareilles hallucinations. Mais à partir de ce moment-là, je fus certain, comme du jour et de la nuit, qu'il existait près de moi un être invisible qui m'avait hanté, puis m'avait quitté, et qui revenait. Je pus en avoir la preuve un peu plus tard.
Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. Le lendemain, j'étais ici, je priais qu'on me gardât. Maintenant, messieurs, je conclus. Le docteur Marande, après avoir longtemps hésité, se décida à faire seul un voyage dans mon pays. À présent, 3 de mes voisins sont atteints du même mal dont j'étais atteint. Est-ce vrai? C'est vrai. C'est vrai. Vous leur avez également conseillé de placer de l'eau et du lait dans leur chambre pour voir si ces liquides disparaîtraient durant la nuit. Ils l'ont fait. Ces liquides ont-ils disparu? Ils ont disparu. Donc, messieurs, un être nouveau, qui bientôt se multipliera comme nous nous sommes multipliés, vient d'apparaître sur Terre. Ah! Vous souriez. Pourquoi? Mais messieurs, c'est parce que cet être demeure invisible. Mais notre œil, messieurs, est un organe tellement élémentaire qu'il peut à peine distinguer ce qui est indispensable à notre existence. Ce qui est trop petit lui échappe. Ce qui est trop grand lui échappe. Ce qui est trop loin lui échappe. Il ne peut pas distinguer les milliards de petites bêtes contenues dans une goutte d'eau. Il ne voit pas même le transparent. Placez-le devant une glace sans teint parfaite. Il ne la distinguera pas et nous jettera dessus comme l'oiseau qui, pris dans une maison, se casse la tête contre les vitres. Donc, il ne distingue pas les corps transparents, qui cependant existent. Il ne distingue pas l'air dont nous nous nourrissons. Il ne distingue pas même le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres et élève la mer en montagne d'eau qui fracasse les falaises de granit. Quoi d'étonnant alors, à ce qu'il ne puisse pas distinguer un être nouveau à qui manque la seule propriété de ne pas absorber les rayons lumineux. Apercevez-vous l'électricité? Et cependant, elle existe. Cet être que j'ai nommé le Horla existe aussi. Mais qui est-ce? Messieurs, c'est celui que la Terre attend après l'homme. Depuis des siècles, on le pressent et on l'annonce. La peur de l'invisible a toujours hanté nos pères. Mais il est venu. Lui, que l'homme pressent, inquiet et tremblant déjà. Et, messieurs, tout ce que vous faites, ce que vous appelez l'hypnotisme, la suggestion, le magnétisme, c'est lui que vous annoncez, que vous prophétisez. Pour finir, messieurs, mes très chers messieurs, je vous lirai un article de journal qui m'est parvenu de Rio de Janeiro. J'y lis. Une sorte d'épidémie de folie semble sévir depuis quelque temps dans la province de São Paulo. Les habitants de plusieurs villages se sont sauvés, abandonnant leurs terres et leurs maisons, et se prétendant poursuivis et mangés par des vampires invisibles qui se nourrissent de leur souffle pendant leur sommeil et qui ne boiraient en outre que de l'eau et quelquefois du lait. J'ajoute que quelque temps avant la première atteinte du mal dont j'ai bien failli mourir, je me rappelle parfaitement avoir vu un grand trois-mâts brésilien, pavillon déployé. Je vous avais dit que ma maison était au bord de l'eau, toute blanche. Il était sur ce navire sans doute. Je n'ai plus rien à ajouter, messieurs. Moi non plus.
Je ne sais pas si cet homme est fou. Ou si nous le sommes tous les deux. Ou si notre successeur est réellement arrivé.